Dans ce module, nous allons passer en revue toutes les complications possibles d'un traitement par sclérose et les conduites à tenir dans les différents cas que nous allons envisager. Je vais vous parler d'hyperpigmentation, de nécrose cutanée, de matting, d'anaphylaxie, de grossesse et d'allaitement, des problèmes liés à la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire, ainsi que différents cas encore plus spécifiques. Qu'est-ce que l'hyperpigmentation? On pense que c'est une combinaison entre une libération de mélanine et une fixation d'hémosidérine. Les examens histopathologiques ont démontré la présence d'hémosidérine dans le derme. Il semblerait donc que ce soit cette hémosidérine qui soit prévalente, contrairement à la mélanine. On retrouve plusieurs étiologies à l'apparition de l'hyperpigmentation et des types qui augmentent le risque de l'apparition de cette complication. On incrimine par exemple une défaillance au niveau des réserves de fer ou des mécanismes de transport du fer, également une sécrétion augmentée d'histamine ou une hypersensibilité de la paroi vasculaire. Certains types de peau sont également plus sensibles à cette complication, comme les types 5 et 6 de Fitzpatrick. Les vaisseaux de petit calibre, entre 0,6 et 1 mm, sont plus fréquemment responsables de cette hyperpigmentation et ce serait lié à l'apparition de microthrombus. Il faut également se méfier des patients qui prennent de l'aminocycline. Cette hyperpigmentation est très fréquente. Selon les études, on les retrouve dans moins d'1% à 30% des patients sclérosés. Il faut cependant savoir que cette hyperpigmentation disparaît la plupart du temps après quelques semaines, plus souvent je pense après quelques mois, voire une année. Elle peut être d'ailleurs présente jusqu'à 12 mois après la sclérose et continuer à disparaître. Il semblerait, et c'est probablement lié à l'inflammation plus importante, que l'hyperpigmentation serait plus fréquente après des sclérothérapies à la mousse. Alors, comment la prévenir ? La première chose est de proposer une sclérose correcte telle que je vous l'ai déjà expliqué et de commencer par scléroser les veines nourricières plutôt que les télangiectasies. De choisir une concentration la plus faible possible mais suffisamment efficace. Dans le cas qui nous occupe, les microscléroses, 0,5% est en général amplement suffisant. Et d'exercer une très faible pression à l'injection, donc d'injecter lentement en faisant des pauses et en vérifiant le passage du produit dans la veine au fur et à mesure de l'injection. Il faut bien sûr traiter les lésions depuis l'origine du reflux vers la distalité. La forme liquide de polydocanol est en général amplement suffisante, je vous l'ai déjà expliqué dans un module précédent, et la compression doit être appliquée et suivie, et donc il faut motiver le patient à porter cette compression pour éviter le développement de l'hyperpigmentation. Il faut cependant savoir que ceci sont des propositions pratiques liées à nos habitudes, mais qu'aucune littérature n'a pu être concluante et qu'il n'existe en particulier aucune étude randomisée qui permet de confirmer l'efficacité de la compression sur cette hyperpigmentation. Malheureusement, une fois qu'elle est en place, on va pouvoir éventuellement la traiter. Ces lésions liées à des microthrombies apparaissent immédiatement parfois, mais souvent après 1 à 2 semaines. Et les microthrombies peuvent à ce moment-là être évacuées, soit par des micro-incisions, soit à l'aiguille. Vous aurez une vidéo plus tard qui va vous expliquer la façon
d'évacuer ces lésions. Cependant, je pense que comme la plupart du temps, elles disparaissent spontanément, il ne faut pas trop insister sur l'évacuation des petits caillots. Faire une séance d'évacuation, c'est possible et très bien, mais si vous multipliez les séances, vous vous exposez à des cicatrices qui sont, elles, également très inesthétiques. Il faut bien sûr éviter l'exposition au soleil pendant les semaines qui suivent la sclérothérapie et je pense également l'exposition des zones pigmentées en attendant qu'elles aient disparu. Donc il faut conseiller aux patients des protections solaires efficaces sur ces zones-là quand ils vont en vacances à distance des périodes de sclérose, y compris 4 à 6 mois plus tard. Alors, certains ont proposé une pression supplémentaire au niveau des points d'injection où se situent plus souvent des zones d'hyperpigmentation. Ça permettrait d'éviter que l'hémiosidérine ne se fixe au niveau du point de ponction et ça peut être une pression supplémentaire à ajouter à la contention élastique qu'on placera également. Retenez qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que la meilleure façon de prévenir, c'est de scléroser avec des produits peu concentrés en commençant par les veines nourricières, que la pigmentation étant essentiellement liée à l'hémosidérine, les agents blanchissants ne sont pas efficaces, mais que les exfoliants, par contre, peuvent améliorer les lésions. Le premier traitement de l'hyperpigmentation, c'est le temps. Il faut donc prévenir le patient avant le traitement que c'est un risque à encourir, que cette hyperpigmentation peut également exister en chirurgie ou lors de phlébectomie et que cette hyperpigmentation aura toutes les chances de disparaître avec de la patience si l'on patiente suffisamment longtemps et parfois pendant 1 an. On peut utiliser différents traitements que je vous invite à lire maintenant et vous pouvez revenir sur ces traitements si cela vous intéresse. Différents traitements dermatologiques qui ont montré une certaine efficacité mais qui sont également souvent très agressifs pour la peau sur laquelle ils sont utilisés. Je terminerai quand même par vous dire que le temps, pour moi, est le premier traitement de ces hyperpigmentations. Une complication rare, mais très embêtante, surtout quand on traite des varices pour des raisons esthétiques, est la nécrose cutanée. Donc les nécroses sont rares par rapport aux 30% d'hyperpigmentation. On est de l'ordre de 1 pour 1000, inférieur au pourcent. Il faut savoir que ces nécroses cutanées peuvent apparaître même dans des mains expertes et dans des conditions idéales. Il faut surtout se méfier des zones prétibiales et périmalléolaires, je vous en ai déjà parlé. Elles sont liées soit à une extravasation de produits sclérosants dans les tissus périvasculaires, également liées à une injection dans une artériole du derme, injection accidentelle, au lieu d'injecter dans une varice réticulaire par exemple, mais elles peuvent être également le fait d'un vasospasme réflexe véno-artériel qu'on appelle aussi le syndrome de Nicolo. Il s'agit alors d'une nécrose qui peut être réversible. La plupart du temps, les conséquences de ces nécroses cutanées sont limitées. Au niveau esthétique, il apparaîtra une cicatrice qui sera indélébile, mais en général, ces nécroses vont guérir. Elles vont apparaître quelques semaines après l'injection et s'accompagnent en général de très fortes douleurs, d'inflammation locale et d'un œdème local. La gravité de la lésion est clairement corrélée à la concentration du produit et à la quantité qui est passée en paraveineux. La nécrose va être en général également très profonde et donc va mettre pour cela beaucoup de temps à guérir, même chez des patients qui n'ont aucune pathologie susceptible de ralentir la cicatrisation. Alors que peut-on faire immédiatement quand on se rend compte qu'on a eu un problème? La première chose et la principale, c'est un massage vigoureux de toute la lésion pour essayer de diluer le produit au maximum. On peut également diluer avec du sérum physiologique en quantité au moins égale à la quantité de produit qui a été injecté.
Certains proposent dans les cas très sévères et essentiellement dans le vasospasme réflexe, donc maladie de Niccolo, de proposer des vasodilatateurs, des antiagrégants, des anti-inflammatoires, voire des anticoagulants et des corticostéroïdes. C'est en général des patients qui doivent être hospitalisés dans des services spécialisés, soit de chirurgie vasculaire, soit de chirurgie esthétique. Si vous vous rendez compte que vous avez injecté en intra-artériel, dans une artériole, vous pouvez laisser votre aiguille en place et injecter immédiatement du sérum physiologique pour la dilution. On propose également de l'héparine, des anesthésiques locaux et bien sûr d'hospitaliser le patient à nouveau dans un service spécialisé. Vous devez savoir que l'injection de polydocanol n'est pas du tout bénigne et qu'une injection accidentelle dans une artère d'un calibre moyen peut mener à des amputations. Une fois malheureusement que la nécrose cutanée est en place, il faut prendre en charge le soin de plaie et donc traiter l'ulcère au plus vite. Ces ulcères sont en général d'un très petit diamètre, 4 mm. Ils vont nécessiter une détertion longue car ils sont profonds et nécessiteront donc 4 à 6 semaines de traitement au minimum, ce qui est tout à fait normal. Donc il faut prévenir le patient que ça ne va pas guérir vite. Nous allons parler de choses plus légères, bien que esthétiquement très ennuyeuses pour le patient, et ici du matting. Le matting est une formation de nouvelles télangiectasies de très fin calibre, inférieure à 0,2 mm, qui apparaissent dans la région de la varice sclérosée quelques semaines après la sclérothérapie. Leur incidence est relativement fréquente, de l'ordre de 16% dans une analyse rétrospective de patients traités pour télangiectasie. La cause principale du matting est un traitement insuffisant, c'est-à-dire qu'on n'a pas traité le reflux sous-jacent à la télangiectasie. Ça peut également être lié à de hautes concentrations ou à une injection de grandes quantités de produits sclérosants. Le matting est une inflammation ou une obstruction excessive d'une veine avec libération de facteurs de croissance et angiogenèse. On retrouve ça plus fréquemment chez des patients obèses, chez des femmes, surtout quand elles ont un traitement hormonal, ou chez des patients qui ont des antécédents familiaux de télangiectasie. Il faut savoir que le matting peut également apparaître après un traitement chirurgical ou thermique des varices. Le premier traitement du matting est le temps, de nouveau, donc il va disparaître généralement après 3 à 6 mois d'apparition. Il disparaîtra également quand on peut isoler une veine alimentante et proposer une sclérose ou une phlébectomie de cette alimentation. Le choc anaphylactique est rare, mais nécessite d'avoir à sa disposition des moyens de réanimation d'urgence générale. Et il s'agit donc d'adrénaline, d'une trousse de perfusion et de quoi hydrater massivement le patient. Vous en connaissez, vous êtes médecin, donc vous connaissez ces manœuvres de procédure d'urgence. Je vais vous parler maintenant de la grossesse et de l'allaitement. Il est tout à fait contre-indiqué de scléroser pendant une grossesse. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas d'indication. Les patientes enceintes ont en général des varices turgescentes et qui risquent d'évoluer tout au cours de la grossesse. Il est donc inutile de les soigner à ce moment-là. Il faut attendre 2 ou 3 mois après l'accouchement pour réévaluer la maladie qui peut s'améliorer d'elle-même et sans traitement et qui ne nécessite donc pas de sclérose pendant cette période. De plus, on ne connaît pas le risque tératogène du polydocanol et il faut donc être extrêmement prudent quand on utilise ce genre de produit. Et donc on conseille d'attendre jusqu'à 3 mois après la grossesse avant de proposer un traitement par sclérose. Pour l'allaitement, c'est la même chose. Des études sur l'animal ont montré
que le polidocanol passait dans le lait maternel. Nous n'avons pas d'études chez la femme, mais il est prudent également d'éviter de scléroser pendant l'allaitement. Et s'il faut absolument scléroser, d'interrompre l'allaitement pendant quelques jours après la sclérothérapie. La thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire sont deux complications qui sont craintes par les médecins, mais surtout par les patients. Alors, une première chose à expliquer aux patients, c'est qu'il y a une grande différence entre une inflammation après une sclérose et une thrombose veineuse profonde compliquant une sclérose, et les rassurer en général. Le risque de thrombose veineuse profonde est d'1 pour 1000, l'embolie pulmonaire encore moins. Il est cependant difficile de donner des estimations exactes puisque la plupart des thromboses veineuses profondes sont asymptomatiques. Il faut savoir également qu'elles arrivent dans les 2 ou 3 semaines après le traitement par sclérose au maximum. L'origine de thrombose veineuse profonde est le passage du produit sclérosant dans le réseau veineux profond qui va être mal lavé, mal dilué, donc chez un patient immobilisé. Ça peut être également l'extension d'une phlébite superficielle, plus souvent dans le territoire de la petite veine saphène, donc il faut être plus prudent à ce niveau-là. Les symptômes sont totalement aspécifiques. On peut avoir un œdème unilatéral, une douleur spontanée, une dyspnée d'effort, une anxiété, des signes d'embolie pulmonaire. Et donc, il va falloir être plus précis sur le diagnostic en utilisant l'échodoppler, je vais y revenir. Pour prévenir cette thrombose, il faut surtout mobiliser les patients. Une fois la séance de sclérose terminée, j'ai l'habitude personnellement d'asseoir les patients et de leur faire quelques exercices pour mobiliser les pieds et les mollets avant de les remettre debout et leur demander de marcher 5 ou 10 minutes avant de reprendre leur voiture et de rentrer chez eux. Il faut se méfier de facteurs de risque particuliers et essentiellement de thrombophilie non diagnostiquée. Je pense qu'il ne faut pas faire un diagnostic préventif de thrombophilie chez tous vos patients, mais de rechercher cette thrombophilie si vous découvrez une phlébite post-sclérose. Le diagnostic, puisque les symptômes sont aspécifiques, va être absolument un examen duplex et je pense qu'il est capital de le faire devant le moindre doute pour ne pas laisser le patient avec un diagnostic de phlébite alors qu'il s'agit d'une inflammation veineuse superficielle simplement. Le traitement, il doit être rapide, efficace et complet, d'où l'importance d'un échodoppler. Goldman recommande l'administration d'héparine IV ou d'HBPM, suivi d'un traitement anticoagulant, antivitamine K ou NOAC, pendant une période suffisante qui va dépendre de l'importance de la phlébite, mais qui doit être d'au moins 3 mois. D'autres complications peuvent arriver, des complications vraiment bénignes comme une réaction vagale, des nausées ou un goût métallique dans la bouche qui est en général lié à une dose trop importante de polidocanol injecté. On a également fréquemment des troubles visuels ou des sensations d'étau au niveau de la poitrine. Cela est lié à des endothélines circulantes et au vasospasme veineux. Ça se traite simplement en laissant les patients couchés à plat pendant quelques minutes et ça disparaît. On peut également bien sûr avoir une inflammation, un œdème local, une douleur au site d'injection qui ne sont pas réellement des complications mais des effets du traitement.